Je pense qu'il faut mieux que tu ouvres ton micro, Charlotte, ce sera plus pratique si tu veux qu'on t'entende. Un grand classique des webinaires. Est-ce Ok, que c'est bon du coup? c'est bon, impeccable, super. Super. On va laisser du coup David commencer. David, oui? Oui, alors, juste un petit mot d'introduction. Donc, David Garot, Chambre de commerce de Maine-et-Loire. Donc, cet atelier sur les réseaux sociaux s'inscrit dans le cadre d'une opération que les CCI ont avec la région des Pays de Loire sur l'accélération du numérique dans l'activité de la restauration. Donc, il y a déjà eu des opérations qui ont été faites en 2020 et donc qui se poursuivent en 2021 et en 2022 qui continueront. On appelle ça donc dans notre jargon un AMI. Cet AMI, cet accompagnement relève deux formes, une forme collective et une forme individuelle. C'est ce que nous avons cet après-midi, ce webinaire. Il y en aura un autre au mois de mars qui est déterminé, je crois que c'est fin mars également. Enfin, vous recevrez également des invitations. Et puis, également, l'autre forme d'accompagnement, c'est l'accompagnement individuel sous forme de diagnostic qui sont à faire auprès des restaurateurs sur la région des Pays de Loire. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est bien communiquer sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est incontournable. Tout le monde le sait, mais tout le monde ne le fait peut-être pas, ou en tout cas ne le fait peut-être pas au niveau où il faudrait le faire pour répondre aux attentes des clients et des prospects. Et donc, je vais passer la parole à Didier Revaux, qui est un de mes collègues de la CCI Maine-et-Loire, qui est conseiller numérique, qui On va se assure présenter, ouais. les webinaires. Pardon? On va prendre le temps, 2 minutes pour se présenter avec Charlotte. Oui, voilà, donc qui est conseiller numérique, qui assure ces webinaires, des ateliers, de la formation et du conseil ensuite individuel sur le département de Maine-et-Loire. Voilà, donc cette opération est régionale. Il y a une trentaine de personnes qui ont répondu, enfin de professionnels de la restauration qui ont répondu présents. Pardon. Certains manquent à l'appel, mais je pense qu'on est quasiment la trentaine. Donc, Didier, vas-y, c'est à toi de entrer en scène et de nous dire en quoi les réseaux sociaux sont vraiment incontournables aujourd'hui pour communiquer et vendre. Voilà. Alors, on intervient à deux aujourd'hui, donc avec Charlotte. On vous a préparé tous les deux cet atelier, cette intervention, donc sur un sujet qui va concerner les réseaux sociaux, mais pas que, parce que l'idée c'était donc de vous parler de la visibilité et de la communication en fait sur Internet. Donc on va prendre une petite minute ou deux pour se présenter. Donc je te laisse commencer, Charlotte. Bonjour à tous. Donc moi je suis Charlotte Loiseau, conseillère numérique à la CCI Vendée. Donc comme vient de le repréciser Didier, en fait c'est un webinaire régional. Donc aujourd'hui on est deux à animer, mais pour l'ensemble du territoire. Donc après il faut bien avoir en tête que pour chaque département on a des homologues et puis à la fin de ce webinaire on vous reprécisera leurs coordonnées. Et donc, comme le disait tout à l'heure David, on intervient sur différents niveaux, différents besoins, généralement autour de la communication, que ce soit en collectif, en webinaire comme aujourd'hui, en atelier, en accompagnement. Voilà, la palette, on va dire, elle est variée, donc il ne faut vraiment pas hésiter à pousser la porte de la CCI pour venir nous voir. Parfait, donc Didier Revaux, effectivement, moi j'interviens sur le Maine-et-Loire, mais aujourd'hui au nom de la région Pays de la Loire avec Charlotte. Et puis effectivement, nos champs d'intervention pour l'essentiel de nos missions, voilà, c'est tout ce qui est sujet communication et vente sur Internet et visibilité sur Internet qui va être le cœur donc du sujet de cet après-midi. Donc on peut commencer. Alors, c'est parti, on démarre. Donc, la thématique du jour, pourquoi et comment utiliser Internet et les réseaux sociaux. Donc, petit rappel, donc pour le confort de tous, je pense qu'on est bon, c'est de bien penser à couper sa caméra et son micro. Vous voyez aussi, il y a un chat dans l'outil Teams qu'on utilise. Le chat, vous allez le trouver à côté du bouton rouge quitter. Vous allez trouver une petite bulle de discussion. En cliquant sur la petite bulle de discussion, vous aurez accès
un espace pour poser des questions. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va vous inviter à faire pendant tout ce webinaire. Et puis, le dernier point, c'est que ce webinaire, il est enregistré. Donc, si toutefois quelqu'un s'oppose à cet enregistrement, écoutez, il suffira de nous le dire par la suite. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de désactiver le micro et la caméra. Voilà, comme ça permet de ne pas vous identifier. Et puis Alors, de pouvoir regarder ensuite, effectivement, tranquillement s'il y a besoin. Exactement, exactement. Faire des pauses, tester. Alors, les objectifs du jour, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, nous, c'est d'échanger autour de 2 points. La première chose, c'est quelles sont les choses, les incontournables, on va dire le minimum numérique à mettre en place pour la visibilité de votre établissement. Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra sur comment être un petit peu percutant et différenciant dans votre communication, notamment via les réseaux sociaux. Et dès maintenant, n'hésitez pas à utiliser la partie chat pour remettre vos propres objectifs ou en tout cas les raisons qui vous ont poussé à participer à ce webinaire. L'idée, voilà, c'est qu'on pourra y répondre alors pendant ou surtout à la fin, pendant la partie questions-réponses. Alors, le programme en 3 phases. On va commencer, comme je disais, sur la partie visibilité, revenir vraiment sur la partie les contenus, et puis on finira aussi sur quelques outils qui peuvent être utiles pour les restaurateurs autour de 2 notions, notamment tout ce qui est les outils click and collect et les outils de livraison. Ok, donc on va commencer par très rapidement par des généralités sur Internet et comportement des consommateurs. Donc, comme vous l'a précisé Charlotte, n'hésitez pas tout au long du webinaire, surtout à intervenir via le chat, poser vos questions, à préciser vos attentes, vos objectifs. Donc, on va pas passer beaucoup de temps sur les chiffres, mais juste quelques-uns marquants qui sont récents, puisque vous voyez la date juillet 2021. Donc, vous voyez, on a environ un Français sur 2 qui réserve le restaurant sur Internet. Donc là, effectivement, on se doutait bien que dans le comportement internaute du consommateur et du client du restaurant, effectivement, qu'Internet, c'était un outil qui était un passage incontournable. Donc là, on a un ordre de grandeur qui est celui-ci. Donc, autre ordre de grandeur très important auquel vous êtes extrêmement sensible, tous les restaurateurs. Donc, vous voyez, environ 90% des Français consultent les avis avant de s'y rendre. Donc là, on voit qu'on a un enjeu qui est extrêmement important, hein, qui est celui de la e-réputation, c'est-à-dire l'image que l'on a sur Internet. On y reviendra tout à l'heure. Donc en 2020, dernière stat connue, statistique qui est également influencée par la période Covid. Donc en 2020, plus de 50% des commandes au restaurant se font via le click and collect, en fait, le fameux click and collect dont on vous a beaucoup parlé pendant les différents confinements. Alors certains restaurateurs, effectivement, ont découvert ce click and collect et ont choisi de le conserver fait temporairement, mais voilà, donc ça veut dire derrière, d'une part que les clients se sont également habitués à ce mode de consommation en fait, hein, par rapport au restaurant, mais également d'un autre côté, les restaurateurs se sont appropriés ce mode de fonctionnement. Donc ça, c'est également un élément intéressant. Et puis le dernier, en fait, élément marquant qu'on souhaitait vous partager, 57% des consommateurs affirment qu'ils ne testeront pas un établissement ayant obtenu moins de 4 étoiles. Donc, on voit que l'objectif derrière, sur les avis Google, mais pas que, il va être de se situer à 4 ou 5 étoiles, c'est-à-dire à partir de 3 étoiles, voilà, on a un risque, disons, de non-fréquentation ou de non-choix de son restaurant. Donc, Charlotte vous parlait tout à l'heure effectivement de stratégie minimale à appliquer. C'est ce que nous, on a souhaité voir avec vous cet après-midi, parce qu'effectivement, l'idée, c'était pas de se disperser et de vous faire un catalogue de solutions diverses et variées qui existent sur Internet. Hein, c'était pas notre but. Le but, c'était dans le moment contraint que l'on a cet après-midi, de pouvoir vous présenter des solutions très concrètes et surtout notre retour terrain, puisqu'effectivement, ce qu'on vous livre là, c'est des choses que nous, on peut vivre au quotidien. C'est notre vécu aussi. Donc, minimum répond à ces objectifs-là, c'est-à-dire de visibilité sur Internet. On l'a vu que c'est incontournable. Hein, maintenant, voilà, les clients, pour les restaurateurs, mais pas que, en fait, passent par Internet pour réaliser leur parcours d'achat. Donc, un outil de communication incontournable. Hein, on va le voir avec les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux.
et puis être en phase avec le comportement internaute, on vient de voir les stats juste avant, et puis gérer sa réputation, c'est-à-dire derrière collecter et gérer les avis. Donc la stratégie minimum, pour nous, voilà ce qu'on conseille très concrètement, c'est au moins sur ces trois outils-là d'avoir une présence maîtrisée, donc sur My Business, l'outil Google, sur TripAdvisor et sur Facebook. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont trois outils incontournables. Google My Business, parce que si vous ne créez pas cet outil, Google va vous le créer d'office et c'est un outil de visibilité locale extrêmement important pour toute activité de proximité. TripAdvisor, pareil, vous pouvez avoir votre page créée sur TripAdvisor. Donc là, le conseil qu'on donnera, nous, c'est évidemment d'aller revendiquer cette page-là pour pouvoir faire en sorte de la mettre à jour et de pouvoir l'utiliser, mais au moins qu'elle soit à jour. Et puis, l'outil Facebook qui, on le verra tout à l'heure, effectivement, est le réseau social qui permet de toucher le plus massivement une clientèle de particuliers. Voilà, donc, on va pouvoir rentrer dans le détail de chacun de ces solutions-là. Donc, sur la partie visibilité locale, effectivement, on a deux outils, encore une fois, qui sont incontournables, My Business et TripAdvisor. Alors, on va se concentrer dans un premier temps sur My Business. Alors, ces outils, effectivement, ils ont été conçus pour répondre aux besoins et aux attentes aux consommateurs et aux comportements internautes, en fait, puisque derrière, ils vont effectivement naviguer sur le moteur de recherche, en l'occurrence Google pour plus de 90% d'entre eux, pour aller rechercher des restaurants, pas que, mais entre autres pour les restaurants, aller rechercher les restaurants via Google. Donc, derrière, les objectifs de ces deux outils-là, ça va être pour vous, en fait, de les mettre à jour. Donc là, on va voir les grandes rubriques qu'il y a notamment sur My Business. Et puis, d'utiliser toutes leurs fonctionnalités, parce que ce qu'on peut constater avec Charlotte et puis avec nos collègues des autres départements sur le terrain, c'est qu'effectivement, My Business offre beaucoup de possibilités qui ne sont pas forcément toujours connues. Les fiches ne sont pas forcément toujours à jour. Et une particularité de cet outil-là, comme beaucoup d'outils et dont les réseaux sociaux, c'est que ces outils-là, ils évoluent tout le temps en fait, et que les évolutions, on en prend connaissance que lorsqu'on accède à ces comptes, c'est-à-dire que si on n'y va qu'une fois de temps en temps, eh bien, on peut voir effectivement qu'il y a des choses qui changent par rapport à la dernière connexion, et ça, c'est encore une fois, c'est vraiment une des grandes particularités de ces outils Internet. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, un peu plus dans le détail. Donc, la visibilité locale. Donc, alors, première question. Donc, Charlotte vous a précisé tout à l'heure qu'on vous solliciterait, parce que derrière l'idée, on est sur un outil qui ne permet pas l'échange direct, mais on essaie de trouver des idées et pour pouvoir favoriser cet échange direct. Donc, première question, si vous voulez bien prendre quelques secondes pour y répondre dans le chat, comme vous l'a précisé Charlotte tout à l'heure. Donc, vous avez une petite bulle de discussion tout en haut de votre écran. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer et puis à répondre à cette question. Est-ce que vous utilisez ou est-ce que vous mettez à jour régulièrement votre fiche My Business? Donc, on va vous laisser quelques petites secondes. Donc, on a des oui pour l'instant, c'est bien. Super, les jours et horaires de fermeture, c'est vraiment quelque chose qui est très, très attendu par le client parce que déçu une fois, généralement pas déçu deux fois, en fait, clairement. OK. OK. Donc, on a plutôt des bons pratiquants sur les réponses que l'on a. OK. Donc, vous pouvez continuer à vous exprimer dans le chat. Donc là, la fiche My Business, alors puisque vous l'utilisez pour la plupart d'entre vous en fait régulièrement, là, on a fait une copie écran, voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a deux versions, une version ordinateur, je ne sais pas comment vous l'utilisez, mais il y a une version ordinateur et une version smartphone. Donc, il suffit de télécharger l'appli My Business pour pouvoir naviguer en fait et puis gérer votre outil et votre fiche My Business depuis votre smartphone. Donc là, vous avez deux versions, sachant que c'est un outil qui est avant tout optimisé pour une utilisation mobilité, c'est-à-dire sur le smartphone. Donc là, on peut passer à l'étape suivante. Voilà.
On vous a répertorié effectivement sur votre fiche My Business les grands éléments et toutes les fonctionnalités que l'on va trouver sur votre fiche My Business. Et après, on va faire des focus en fait pour vous apporter des infos complémentaires sur certaines fonctionnalités. Donc effectivement, cette fiche-là est créée d'abord à partir de vos coordonnées. Donc c'est ça qu'on va y trouver en priorité, hein, tout ce qui est localisation avec votre adresse, moyen de communication avec le numéro de téléphone. Si vous avez un lien, si vous avez un site internet, on peut y intégrer le lien de votre site internet. S'il n'y a pas de site internet, on peut y intégrer à la place donc le lien de votre page Facebook. Donc, on y trouve une galerie photo et vidéo. Donc, on vous donnera le conseil, bien évidemment, de la mettre à jour très régulièrement, mais mise à jour de vos horaires, comme on vient de l'évoquer, et surtout des horaires d'ouverture ou de fermeture exceptionnels. Ça, c'est important de pouvoir le mettre à jour. Les avis internautes, effectivement, je vous ai indiqué tout à l'heure, en fait, hein, qui est lié directement à ce qu'on appelle la e-réputation. La possibilité, donc ça c'est beaucoup moins utilisé en fait, d'utiliser la possibilité de publier des posts, hein, un peu comme on fait sur les réseaux sociaux, et notamment un format spécifique sur la fiche My Business Restaurateur pour publier des menus. Et la possibilité également, ça c'est encore beaucoup moins utilisé, la possibilité de générer un site internet dont l'usage, en fait, la production de ce site, elle se fait de manière automatique par Google. En fait, toutes les informations que vous allez mettre à jour sur votre fiche My Business, Google va les reformater en fait pour produire un site qui est directement prêt à mettre en ligne. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. En fait, c'est l'outil qui le gère lui-même, ce site. Si donc il va reprendre le nom de domaine de ce site, ce sera le nom de votre fiche et il va y adjoindre donc une extension, c'est-à-dire ce qu'on trouve habituellement avec les .fr, les .com. Cette fois-ci, il vous proposera le .business.site ou alors donc en gratuit ou alors le .com, mais ça vous coûtera 12 € par an. Donc, si on est en usage gratuit de ce site-là, en fait, on est en .business.site. Et la particularité de ce site, en fait, c'est que vous n'avez rien à faire. D'une part, il va être généré automatiquement par Google et dès que vous ferez des modifications en fait, sur votre fiche, il va les intégrer automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose c'est un très bon outil en fait, hein, quand on n'a pas de site internet, qu'on n'a pas forcément le projet d'en avoir un à très court terme, eh bien, c'est un outil en fait que vous pouvez utiliser et c'est un très bon outil, bien évidemment, de visibilité et visibilité locale parce que c'est un outil Google. Donc automatiquement, c'est quelque chose qui favorise très grandement votre référencement dans Google. Donc ça, c'est très peu utilisé, mais c'est un bon outil. Et puis, intégrer à cette fiche aussi, alors, les statistiques par rapport à mon retour terrain, elles sont pas forcément très souvent consultées. Alors, elles sont pas très nombreuses, donc la consultation, elle va très vite en fait, mais néanmoins, les informations qui sont contenues dans ces statistiques-là, elles sont intéressantes à consulter de temps en temps. Et puis, vous avez également la possibilité de travailler ce qu'on appelle votre référencement payant via un outil, l'outil Google, Google Ads, et donc il vous permet de faire via une version en fait simplifiée de cet outil Google Ads à travers AdWords Express en fait qui permet tout simplement de créer des annonces payantes dans Google et donc d'apparaître potentiellement en tête des résultats grâce à ces annonces payantes. Donc, sur la partie information, si on rentre dans le détail, donc, qui est le b.a.-ba du b.a.-ba, c'est effectivement, on a la possibilité de personnaliser le nom de la fiche. Alors, pourquoi on a mis ça en fait pour les restaurateurs, ce qui n'est pas forcément valable pour toutes les activités, mais pour les restaurateurs, ça peut être intéressant en fait d'utiliser cette possibilité de personnalisation puisqu'on y trouve usuellement le nom du restaurant. Donc là, après, ce qu'il est possible d'adjoindre à côté du nom du restaurant, c'est tout simplement la localisation. Donc, d'une part, ça permet de donner une information utilisateur, internaute, et d'autre part, alors d'après les remontées Google, puisqu'on avait un échange avec Google juste avant l'été sur cette question-là, a priori, c'est quelque chose qui pourrait favoriser un peu également le référencement local dès l'instant qu'on indique une localisation dans le titre, hein, dans le nom de la fiche. Donc, voilà. Donc, le nom de la fiche peut être personnalisé de cette façon-là. Alors, une autre chose aussi qui n'est pas forcément toujours mis à jour, mais bon, globalement, je dirais que c'est du 50-50 par rapport à ce que je peux voir, sont les attributs.
Alors derrière ce nom barbare, en fait, c'est tout simplement des caractéristiques que Google a listées et qui vous demandent en fait de valider ou de pas valider, hein. Donc ça va être, ça va concerner des moyens de paiement, ça va être des conditions d'accès, ça va être des conditions sanitaires. Donc là, c'est lié au contexte Covid. Voilà. Donc il y a différents en fait attributs. C'est très vite fait en fait, hein. Vous lisez, vous cliquez si vous êtes OK, si ça vous correspond, puis autrement vous passez si ça vous correspond pas. Donc ça, la mise à jour des attributs est très importante aussi. Enfin, globalement, hein, tout ce qu'il y a sur la fiche est important. Si Google l'a mis, c'est pas pour effectivement remplir des espaces disponibles. Donc dès l'instant qu'il y a des choses à remplir, il faut le faire. Donc les horaires, ça, évidemment, pour vous, ça semble une évidence. Et puis vous avez tout à fait raison. Alors la présentation de l'établissement aussi, elle est importante. Vous avez une zone, en fait, une zone qui s'appelle source, en fait, qui vous permet de mettre des informations propres à votre établissement. Donc là, en fait, c'est ni plus ni moins une page blanche, hein. Donc là, cet emplacement-là, il est important à exploiter, puisque derrière, le conseil que l'on donne, en fait, c'est effectivement de préciser votre activité. Donc là, c'est une activité de restauration, mais déjà préciser la spécialité. Et puis aussi et surtout, de pouvoir indiquer, alors pas forcément faisant de grandes phrases, hein, c'est pas une rédaction, c'est pas un exercice littéraire. L'idée, c'est d'y mettre un maximum de contenu plutôt sous forme de mots-clés dans cet espace-là et de faire ressortir en fait vos caractéristiques et finalement ce qui va donner envie à l'utilisateur, à l'internaute qui visite votre page de choisir votre établissement. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours utilisé. C'est pareil, une fois qu'on l'a mis à jour, on n'y revient pas tous les 4 matins, donc c'est quelque chose qui est relativement rapidement fait. L'enjeu, en fait, pour bien préparer le remplissage de cette zone-là, c'est vraiment de réfléchir avant à qu'est-ce que je vais y mettre et surtout identifier des mots-clés qui vont caractériser votre ou vos établissements. Et puis, alors, la partie galerie photo, donc ça également, en général, c'est assez connu et bien utilisé. La seule chose, c'est penser à mettre à jour régulièrement vos photos, puisqu'on y trouve des photos de plat. Donc, dans vos activités, les cartes tournent. Donc, ça peut tourner 2 fois par an. Des fois, ça peut tourner un petit peu plus, mais en général, ça tourne au moins 2 fois par an. Et donc là, pensez à mettre en fait vos photos, supprimez celles qui ne sont plus d'actualité, mettez à jour celles qui concernent l'actualité pour vous. Sachez qu'on peut y mettre également des vidéos, donc vous pouvez, voilà, en faisant une vidéo rapidement vous-même, en fait, hein, la publier de manière à faire à présenter votre établissement hein, d'une façon peut-être un petit peu plus dynamique et un petit peu plus aisée qu'une photo. Et puis, donc, alors, gérer les photos, effectivement. Les photos clients, un petit focus sur les photos clients, puisque si vous allez dans votre galerie photo, vous avez pu vous rendre compte que vous avez les photos propriétaires, donc ça, vous pouvez les gérer comme vous voulez, et vous avez des photos qui peuvent être postées par les clients. Et bien souvent, moi, les questions que j'ai, c'est quand il y a des photos qui ne représentent pas qualitativement l'établissement, voilà, ou qui ne sont pas forcément appropriées, vous ne pouvez pas les supprimer, en fait, ces photos-là. Donc, le moyen de gérer ces photos, il faut donc vous cliquer sur, quand vous êtes dans votre galerie photo, vous cliquez sur votre photo, enfin sur la photo du client en l'occurrence. En haut à droite de cette photo, vous allez avoir un petit drapeau. Vous cliquez sur ce petit drapeau et là, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre et qui va vous permettre en fait de préciser le motif qui fait que vous souhaitez supprimer cette photo. Donc ça, en fait, cet outil-là, ce petit drapeau, en fait, permet de signaler à Google en fait le fait que vous souhaitez ne pas conserver cette photo dans votre galerie photo. Et puis c'est Google qui tranche, hein. Donc là, encore une fois, vous n'avez pas la main là-dessus, mais vous avez cet outil-là qui vous permet en fait de signaler la photo à Google pour qu'elle soit éventuellement supprimée. Et puis effectivement, comme je l'ai dit précédemment, sur le dernier point, voilà, c'est une option. Vous avez la possibilité de publier le site qui est généré automatiquement par la fiche My Business. Donc là, il y a pas grand-chose à faire, hein. Vous cliquez juste sur le bouton Publier qui est en haut à droite du site, du modèle de site que vous propose Google. Et puis c'est parti, c'est mis en ligne. Alors, les avis, là, on ne va pas faire une séance de travail avis, mais c'est une question aussi qu'on avait envie de vous poser avec Charlotte. On va vous la poser juste après, je crois, de mémoire. Donc là, l'impact des avis, on l'a vu, hein, il est très important. Alors pour tous les professionnels de proximité, et alors parmi tous ces professionnels de proximité, les restaurateurs sont les activités les plus exposées aux avis d'une part, et d'autre part, on l'a vu à travers les statistiques, vous êtes sur une activité en fait où le critère, la note, donc les avis
au niveau quantitatif et au niveau qualitatif, sont un critère extrêmement important pour le choix de vos clients et surtout de vos futurs clients. Donc ça, effectivement, ça nécessite d'avoir une politique de gestion des avis propre à chaque établissement et de veiller donc à solliciter, récolter des avis, puisque Google prend en compte dans son algorithme pour référencer les établissements à la fois du nombre des avis, donc de la quantité, et à la fois de la qualité des avis, donc la note. Et on l'a vu, idéalement, la note doit se situer entre 4 et 5. Alors 5, dans l'absolu, ce n'est pas forcément toujours facile à obtenir 4. Donc ça, ces notes et ces avis ont un impact très fort sur votre référencement local. Et puis donc, effectivement, il y a une technique propre pour gérer ces avis. Je me permets peut-être un tout petit ajout, c'est que Google va aussi regarder la fréquence, ou en tout cas, est-ce que ces avis sont récents. Ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que même si vous avez 500 avis qui sont très bons, mais qui datent d'il y a 2 ans, bah, c'est possible que le voisin en ait nettement moins, mais qui date de la semaine dernière, soit devant vous dans les classements. Donc, c'est d'autant plus important quand tu dis, Didier, qu'il faut les générer, les avis. C'est que si on ne les génère pas, il y a un vrai risque finalement que la concurrence repasse derrière. Alors effectivement, et tout ce qui est globalement outil Internet, hein, il y a quelque chose dont tiennent compte les algorithmes, et sur les réseaux sociaux, on a la même chose. C'est ce qu'on appelle la récence, en fait. Et donc, on pourrait traduire ça comme la fraîcheur, en fait, des informations. Donc, la fraîcheur des avis. Donc, plus avoir beaucoup d'avis, c'est bien. Mais effectivement, ça nécessite, que je vous précisais, d'avoir une politique régulière, en fait, pour essayer de collecter les avis. Donc sur les avis, après, vous pouvez nous indiquer, mais je crois qu'on pose la question après, hein, si vous êtes à l'aise sur la pratique des avis. Donc, fonctionnalité, toujours sur la fiche My Business, on a la possibilité pour les fiches restaurateurs donc d'intégrer un module de réservation. Donc, c'est un module qui va être une solution validée par Google. Donc, c'est la notion de partenaire Google. Il faut que la solution intégrée soit validée par Google. Ou autrement, si vous avez un abonnement à La Fourchette ou chez Michelin, vous avez la possibilité en fait de renvoyer vers l'outil de réservation La Fourchette ou Michelin via votre fiche My Business. C'est une petite précision concernant My Business et votre activité de restauration. Donc on arrive aux annuaires. Donc alors je sais plus, on avait pensé effectivement poser la question par rapport aux avis Google, puisque effectivement c'est un sujet, enfin les avis Google, plus globalement les avis sur Internet concernant la restauration. Est-ce que vous êtes vous-même à l'aise sur ce sujet-là, parce qu'effectivement c'est un sujet à part entière. Donc on vous invite à nous apporter réponse en fait dans le chat. Nous derrière, ça nous sert aussi d'indicateur et puis de retour d'information de votre part, parce que si on voit effectivement c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, eh bien on l'approfondira, puisque on a une deuxième séance prévue en mars 2022, on en parlera tout à l'heure. Donc le contenu n'étant pas encore finalisé en totalité, on pourra justement tenir compte de vos remarques que vous pouvez nous faire aujourd'hui pour pouvoir nous mettre à jour un contenu pertinent et un contenu qui vous intéressera. Si vous êtes parfaitement à l'aise dans la technique de réponse aux avis, il n'y a pas de souci, on ne traitera pas forcément ce sujet-là. Si en revanche, il y a besoin de savoir comment on traite un avis qui n'est pas très bien noté avec des reproches clients, et même les avis positifs, comment on traite un avis positif, et on ne le traite pas juste en disant merci. Voilà, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire en fait avec ces avis. Et puis il y a toujours la question comment je fais pour collecter des avis. Alors il n'y a pas de méthode miracle, mais il y a des techniques qui existent malgré tout. C'est assez varié, Didier. On a des personnes qui sont très à l'aise, d'autres qui s'interrogent un peu plus sur les réponses négatives et surtout sur le fait de ne pas être répétitif, parce qu'effectivement, des fois, on se crée une petite boîte à outils de réponses et le risque, si on a beaucoup, beaucoup d'avis, c'est toujours un peu redire la même chose. Et puis aussi, on a une autre personne qui se sent moins à l'aise et une autre aussi qui souhaiterait être aidée sur ce sujet-là. Alors, je suis effectivement pas très surpris des réponses, parce qu'effectivement, globalement au niveau des Pays de la Loire, on est intervenu là depuis
avec les confinements, on est beaucoup intervenu auprès des restaurateurs et My Business était un des outils, enfin, c'était le premier sujet que l'on travaillait. Et dans My Business, il y avait un sujet phare qui était celui des avis. Donc, on a beaucoup travaillé ce sujet-là. Pour ça, je suis pas complètement étonné en fait par vos réponses. Donc, bah, c'est quelque chose dont on va tenir compte. Et puis, voilà, pour notre prochaine intervention, d'intégrer un focus gestion des avis en fait pour pouvoir apporter une réponse très concrète en fait, et puis vous montrer des exemples aussi, hein, parce que des exemples de réponses d'avis qui sont on voit dans les normes en fait, hein, pour vous donner des exemples inspirants en fait, hein. Donc, deuxième grand sujet, en fait, qui va être plus court que My Business, hein, c'est tout simplement les annuaires pour référencer son restaurant. Donc, on a parlé de TripAdvisor. Donc là, effectivement, la liste n'est pas exhaustive, mais à retenir, bah, TripAdvisor qui est vraiment plutôt en tête de liste. La Fourchette aussi, qui a une grande influence. Et puis, même ils ne sont pas forcément classés en ordre d'importance, mais celui aussi qui offre toujours une très bonne visibilité sur Internet, quelles que soient les activités, ce sont les pages jaunes. Donc, une présence sur les pages jaunes, automatiquement, effectivement, on a un référencement déjà de qualité, mais à privilégier, ce sera TripAdvisor. Donc, pareil, hein, mise à jour de sa fiche, les visuels, les informations et le contenu. Voilà. Là, on a un exemple, c'est une capture d'écran d'une fiche TripAdvisor, hein, je pense que peut-être que certaines et certains d'entre vous utilisent leur fiche ou tout au moins l'ont revendiqué. Si ce n'est pas le cas, allez regarder sur TripAdvisor, voir si vous n'avez pas votre fiche et si votre fiche n'est pas effectivement, alors d'une part créée, mais surtout pas revendiquée, donc vraisemblablement pas à jour. Donc, ensuite, sur les annuaires, les sites d'avis, voilà, les consignes très simples. On met à le jour les infos et encore une fois, puisque ces plateformes permettent de laisser des avis, c'est là qu'on avait mis la question. Voilà. Et donc, consigne mise à jour des avis et encore une fois, gestion des avis, mise à jour des infos et gestion des avis, encore une fois. Donc, la question, vous y avez répondu. Alors, il y a Aurélie qui nous a réindiqué, effectivement, je n'y réponds pas. Manque de temps et d'idées. Alors, OK. Donc, ça nécessite effectivement, alors pas répondre aux avis en restauration, ça peut, pour différentes raisons, en fait, être ennuyeux. Surtout lorsqu'on a des notes qui sont inférieures à 4. Et puis, effectivement, il y a la question de gestion des avis, c'est-à-dire d'avoir une action, je dirais, assez active ou proactive pour essayer de collecter ces avis. OK. Alors, on change de sujet. Donc, après la visibilité et puis le B.A.-ba, hein, de ces outils de visibilité dans Google, donc le site Internet. Donc là, pour celles et ceux qui ont un site Internet, mais surtout qui veulent mettre en place un site Internet. Alors, un site Internet en soi, c'est très bien. Quand on met un site en ligne, c'est très bien, mais je dirais que c'est à partir de là que tout commence, parce que quand le site est mis en ligne sur Google, on peut dire qu'il n'existe pas. Donc, il faut le rendre visible, c'est-à-dire il faut le rendre existant, ce site. Et c'est ça qu'on appelle en fait le référencement dans Google. Donc, quand on parle d'optimiser son référencement, on va d'abord travailler ou essayer de favoriser ce référencement naturel, c'est-à-dire c'est un référencement pour lequel on n'a pas de budget à consacrer, ou tout du moins pas de budget si on ne travaille pas avec un prestataire dédié, si on gère soi-même. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment, en fait, les outils Google, et notamment l'outil de visibilité My Business, permettent de travailler ce référencement-là. Donc, avoir un site Internet, c'est bien clair au départ sur ses objectifs pour pouvoir choisir et définir la bonne solution en fait que l'on va choisir. Parce que faire un site Internet, derrière, c'est plein de solutions possibles. On a vu l'exemple de ce mini-site, ce micro-site Google, qui est une très bonne solution, mais qui peut ne pas répondre à tous les objectifs. Et donc, en fonction des objectifs que vous pouvez avoir les uns les autres, c'est de choisir la bonne solution. Donc, méthodologie pour quand on a un projet de développement de site Internet, elle est très simple. Nous, ce qu'on vous propose, et c'est ce qu'on pratique sur le terrain, alors c'est d'abord le plus tôt possible de réserver votre ou vos noms de domaine, hein. Donc, la plupart du temps, ça va être le nom de l'établissement avec les extensions, c'est-à-dire les .fr, les .com. Pourquoi réserver au plus tôt votre nom de domaine? Eh bien, parce que votre nom de domaine, il faut surtout vérifier qu'il n'est pas déjà utilisé, ce qui peut être le cas s'il y a des établissements, surtout en restauration, hein, tout ce qui est les activités
bar, hôtel, restaurant, bien souvent, on peut retrouver en fait des noms d'établissements, même si c'est à l'autre bout de la France, hein, mais des noms d'établissements qui sont similaires. Et donc, potentiellement, on peut avoir un nom de domaine qui soit déjà réservé au nom de votre établissement. Donc, c'est pour ça qu'il est important de réserver le plus tôt possible son nom de domaine pour pouvoir le bloquer, le figer. Puisqu'une fois qu'il est réservé, après, ben, c'est fini en fait, hein, sauf si vous négociez le rachat de votre nom de domaine auprès de la personne qui l'a réservé. Mais bon, entre restaurateurs, ça se fait pas beaucoup, sauf si l'établissement qui avait réservé le nom de domaine n'existe plus. Mais voilà, donc ça fait beaucoup de si. Donc le meilleur conseil à vous donner, c'est ça, réservez votre nom de domaine le plus tôt possible. Ensuite, l'idée, la deuxième étape, c'est de faire un cahier des charges, donc dit fonctionnel, puisque derrière, voilà, l'idée, c'est pas de faire un cahier des charges technique d'un site internet, hein, vous n'êtes pas des développeurs web. Notre boulot à la CCI, c'est pas de développer non plus des sites internet. Il y a des professionnels dont c'est la spécialité. En revanche, nous, notre boulot, c'est de pouvoir aider en fait à qualifier un projet, et on le fait avec un document qui s'appelle le cahier des charges fonctionnel, et on travaille effectivement grâce à ce cahier des charges fonctionnel, ce qui nous permet ensuite d'identifier à la fois la bonne solution qu'il vous faudra, et puis deuxièmement, en fait, comment réaliser ce cahier des charges, et s'il y a besoin de prestataires, de pouvoir vous orienter vers les prestataires qui permettront de répondre à votre demande à vous. Et donc, l'objectif de ce cahier des charges, hein, voilà, c'est choisir la solution adaptée. On identifie traditionnellement deux grands types de solutions. Les solutions qui sont dites clés en main, où là, les formules de site sont faites de manière à ce que vous puissiez gérer, sans être connaisseur et sans être technicien, créer votre propre site. Et puis, donc, les solutions sur mesure qui, là, sauf exception, hein, nécessitent des compétences particulières, notamment sur toute la partie développement web, avec une maîtrise des langages de programmation sur Internet, notamment. Donc là, nous, notre boulot, voilà, c'est de faire ce cahier des charges. En même temps qu'on fait le cahier des charges, eh bien, on en profite pour délivrer des informations et sensibiliser à justement le comportement internaute, ce qui fait la réussite d'un site, les codes de visibilité sur Internet. Donc, voilà, la vertu de ce cahier des charges fonctionnel, ça permet aussi de s'approprier toutes ces connaissances-là. Donc, sur le site Internet, voilà. Donc, ce qu'on peut intégrer également sur le site Internet, c'est adapté bien évidemment à l'activité de restauration. C'est deux types de modules, des modules de commande et des modules de réservation. Donc là, l'idée, c'est pas de vous présenter en détail et de décortiquer tous ces modules-là, puisqu'il en existe. Là, on a quelques exemples sous les yeux. Donc, il en existe beaucoup, aussi bien sur les outils de réservation que vous avez sous les yeux, ou juste après, on aura les outils pour la commande. Mais donc, sachez que si vous avez un projet de site Internet, vous avez la possibilité d'intégrer ces modules-là, soit directement en fait via dans votre site Internet, donc il sera accessible directement depuis le site, ou autrement en allant prendre un abonnement en fait sur un logiciel spécifique dédié à la restauration. Donc ça, à la fois sur la partie réservation, ce qu'on a sous les yeux, et ce que vous avez maintenant sous les yeux, à la fois pour la partie commande. Donc vous voyez, il y a beaucoup de solutions techniques qui existent. Donc ça fait partie, par exemple, des éléments que l'on intègre dans notre cahier des charges fonctionnel. Savoir, est-ce qu'on intègre des modules? Si oui, quel type de module? Donc ça, voilà, ça fait partie des questions qu'on pose. Alors, autre sujet. Donc après nos outils de visibilité, notre site Internet, l'outil de emailing. Alors, outil de emailing, parfois utilisé en restauration, parfois pas utilisé. Néanmoins, c'est un outil, quel que soit le type d'activité qu'on a, et en restauration, c'est le cas aussi. C'est un outil qui peut se révéler efficace dès l'instant qu'on l'utilise à bon escient. Donc là, on voit que cet outil-là, il peut permettre de se faire connaître, hein, c'est-à-dire ou se faire plus connaître, hein, travailler sa notoriété, travailler son image. Et puis après, on peut avoir des objectifs beaucoup plus particuliers quand on crée un emailing, c'est-à-dire de dire, voilà, je veux rerouter, en fait, je veux générer à partir du emailing que j'envoie des appels directement dans mon établissement, générer des visites, générer des réservations directement depuis l'emailing. Donc, le conseil que l'on donne, puisque quand on parle emailing, nous sur le terrain, des fois les retours qu'on a, c'est oui, oui, je fais un emailing. Alors, comment faites-vous votre emailing? Eh bien, je prends mon adresse mail de mon établissement et je prends des adresses mail de clients que j'ai et je fais un mail. Donc ça, effectivement, c'est une façon de faire du emailing, mais ce n'est pas forcément la façon la plus efficace, puisque derrière, ça ne permet pas de produire un emailing qui
qui est qui soit vraiment professionnel. Et d'autre part, sauf si vous créez des visuels bien particuliers, mais ça ne vous apportera pas en tout état de cause tout ce que va vous apporter un outil professionnel. Vous avez quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, il y a Sendinblue, Mailjet, etc. Ça, c'est des outils professionnels qui permettent de construire et puis de générer des emailing. Alors, le gros avantage de ces outils-là, effectivement, c'est ce que vous avez sous les yeux. Ça permet d'envoyer un mail de qualité, mais surtout d'avoir un retour statistique en fait de vos envois. Donc, vous allez savoir qui a reçu votre mail. Donc, s'il y a des adresses fausses, vous allez le savoir. Vous allez voir en fait qui a ouvert votre mail. Et si vous avez intégrer ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action, comme là, les exemples qu'on disait, là, générer des appels, des visites ou des réservations, ça veut dire que derrière, potentiellement, en fait, vous avez pu intégrer quelque chose, une action, un bouton dans votre corps de mail qui va vous rerouter dans un autre endroit, donc sur une page mail, voilà, pourquoi pas sur votre fiche My Business, sur votre page Facebook, voilà. Vous avez la possibilité d'intégrer ça pour pouvoir rerouter vos clients ou les lecteurs de ce mail quelque part. Mais l'essentiel, voilà, c'est ce qu'on a retenu par rapport à la restauration. Les deux grands éléments en fait de statistiques, ça va être voilà qui l'a reçu et puis qui a ouvert mon mail. Alors, je regarde parce qu'il y avait une question de Jérôme à laquelle tu as répondu. Charlotte, faut-il répondre quand le client n'a mis qu'une note sans donner d'avis? Oui, effectivement, on peut revenir dessus à ce moment-là. En fait, Jérôme nous demandait si on doit répondre à un client qui, lui, n'aurait mis qu'une note sans forcément donner d'avis, sans forcément se plaindre, sans expliquer pourquoi il ne vous a mis qu'une note. Par rapport à ça, dites-vous bien que l'avis, il est laissé et que potentiellement, il est visible par vos futurs clients. Donc, votre objectif par rapport à ça, vous, c'est de rassurer sur votre professionnalisme. Et donc, moi, je vous invite à y répondre en rappelant, pourquoi pas, que vous êtes disponible à tel numéro de téléphone pour rééchanger avec monsieur ou madame, parce que c'est important pour vous, la satisfaction client. Ça peut être un simple message comme ça, voilà, rappeler et inviter à continuer d'échanger, parce que voilà, quelqu'un qui voit cet avis et qui voit votre réponse se dit que vous êtes vraiment un professionnel et que vous gérez ça de A à Z. Je pense que ça rassure vraiment sur vous. Alors, si vraiment vous êtes sûr que vous n'avez pas reçu ce client, on peut éventuellement, même si c'est un peu compliqué, on peut éventuellement redire que vous ne retrouvez pas de réservation au nom de cette personne, mais on n'est jamais sûr, voilà, de ne pas avoir eu la personne. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Didier, par rapport à ça. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Après, effectivement, on a toujours alors les avis, ceux qui sont bien notés, ceux qui sont moins bien notés. Donc, ne jamais laisser passer un avis qui est pas très bien noté, jamais. Et puis, effectivement, toujours avoir, donc je pense, un sujet qu'on traitera plus en largeur, mais juste quelques éléments clés. Ensuite, effectivement, comme a pu le préciser Charlotte, les avis, c'est une opportunité, en fait, bien facile de pouvoir parler de vous. Et de pouvoir montrer des caractéristiques, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait rebondir sur ces avis pour apporter un contenu bien spécifique. Et puis troisièmement, quand vous répondez à un avis, il faut toujours avoir en tête que vous répondez en fait à deux personnes, à l'émetteur de l'avis, mais aussi et surtout au lecteur de l'avis qui ne sera pas forcément le même. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a des techniques propres qui permettent de gérer et d'apporter des réponses en fait appropriées. Alors il n'y a pas de solution miracle, mais les méthodes que nous on préconise en fait sont plutôt pas, enfin, elles sont pas déconnantes parce qu'en fait, moi, je peux le voir assez régulièrement en fait dans des avis. Donc voilà, ça nous conforte en fait dans les conseils qu'on peut apporter pour la gestion de ces avis. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Jérôme? Surtout si c'est pas le cas, renotez Ouais. un petit commentaire là avant qu'on passe au levier de visibilité suivant. Ouais. Mais en tout état de cause, encore une fois, je pense qu'on intégrera les remarques que vous nous avez indiquées et puis on traitera ce sujet plus en largeur, en profondeur, peut-être nourri de beaucoup d'exemples, parce qu'encore une fois, la meilleure solution, enfin moi,
Ce que je peux pratiquer, en fait, hein, et je ne suis pas le seul, tous mes collègues, je pense, font pareil aussi, c'est qu'effectivement, on explique la méthodologie qui reste théorique, même si, et puis après, on s'appuie sur beaucoup d'exemples pratiques. Et puis, l'idéal de l'idéal, enfin, nous, quand on est en accompagnement individuel, bah, tout simplement, une fois qu'on a expliqué comment on pouvait gérer ses avis, ben, on prend les avis en fait des établissements dans lesquels on est et puis on y répond. Hein. C'est la meilleure école en fait pour apprendre et pour être plus à l'aise en fait sur la gestion de ses avis. Donc, on va pouvoir passer à la partie suivante, si on veut tenir le timing, en fait, qui sont les réseaux sociaux. Donc là, question également, question plurielle, hein, auquel on vous invite à répondre. Donc, c'est quels réseaux sociaux utilisez-vous? Est-ce que vous les gérez vous-même? Et puis, voilà, toujours pareil, hein, le même chemin, c'est les commentaires, le chat. On vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre. Pour le moment, on a un premier retour d'une entreprise qui utilise Facebook et Instagram, aussi My Business. Et c'est une gestion en interne avec des formations. Un autre retour avec le fameux triptyque, hein, Facebook, Instagram, My Business. Ouais. Et TripAdvisor pour aussi Christophe. Et une autre réponse, Facebook, Insta, My Business. C'est vraiment, voilà, c'est le triptyque sur lequel s'appuyer, clairement. Ouais, c'est pour ça. Enfin, c'est pas un hasard, effectivement, si on avait choisi de vous parler de ça aussi aujourd'hui, parce que par rapport à l'expérience terrain qu'on a sur l'ensemble des 5 départements sur lesquels on intervient, c'est exactement ça, effectivement, qui ressort. Mais pourquoi on a choisi d'en parler aussi, c'est comme on vous l'a précisé également tout à l'heure, c'est que derrière, alors déjà, ça change tout le temps, donc on a toujours des choses à apprendre. Et d'autre part, effectivement, on constate souvent qu'il y a des besoins quand même hein, sur une partie de l'usage de ces différents outils-là. On a une question, Didier. Est-ce que TripAdvisor, c'est un réseau social? Alors, qui dit réseau social dit possibilité d'échanger entre plusieurs personnes. Là, TripAdvisor, ça permet à des clients de vous noter des avis. À ma connaissance, il n'y a pas la fonctionnalité espace de discussion entre membres de TripAdvisor. Donc, par rapport à ça, personnellement, je ne le classerai pas comme réseau social. Quand on en parle, effectivement, on n'emploie pas ce terme-là, mais plutôt on parle de plateforme d'avis, en fait. Mais voilà, effectivement, on n'a pas un mode de fonctionnement collaboratif et participatif comme on peut retrouver, en fait, sur les réseaux sociaux. Je vois aussi qu'on a des questions, donc là encore sur du Facebook, Instagram, et on a une première question autour de est-ce que je dois gérer les deux de la même manière? Est-ce que je dois gérer en fait aussi bien Facebook et Instagram avec le même contenu ou pas? TripAdvisor, judicieux pour de la restauration dite rapide. Ah oui, complètement, tout type de restauration. Alors TripAdvisor, encore une fois, si vous n'êtes pas utilisateur, je vous invite à aller voir déjà si vous avez une fiche, hein, parce que vous pouvez avoir une fiche créée d'office par TripAdvisor. Donc, donc, vous avez une existence dans TripAdvisor, mais une existence qui n'est pas maîtrisée, puisque vous n'utilisez pas cette fiche, vous n'avez pas été revendiqué votre fiche. Donc déjà, ça peut être le premier pas si aujourd'hui vous ne l'utilisez pas. Alors, Facebook, Instagram, effectivement, après, c'est un vrai sujet pour chaque. Alors là, encore une fois, on est sur un atelier information sensibilisation avec la vocation de pouvoir approfondir des sujets, mais pas forcément dans l'instant, parce que sauf si on a beaucoup plus de temps la fin de l'après-midi, puis un début de soirée peut-être pour traiter tout ça. Mais grosso modo, en fait, il y a plusieurs écoles sur Facebook et Instagram. Moi, l'approche que j'ai, en fait, c'est une approche par objectif, c'est-à-dire assez pragmatique. Quand je suis sur un outil, si je choisis un outil, c'est pour quel objectif ou quels objectifs et qui je veux toucher. Premièrement. Après, si j'ai identifié effectivement Facebook, Instagram, ok, donc déjà, si je les ai choisis, c'est que ça a un sens, hein, puisque ça doit répondre à un ou des objectifs que je me suis fixés. Ensuite, la deuxième étape, c'est de m'approprier les codes, usages et fonctionnements de chacun de ces outils. Donc, outre le fait que sur Facebook, Instagram, on n'aura pas les mêmes cibles,
derrière, il y a des codes et des usages en fait qui sont propres à l'un et à l'autre. Donc ça, on va en parler après et spécifiquement Charlotte va s'attarder un petit peu plus là-dessus. Donc je ne vais pas non plus aller trop, trop loin dans les explications puisque derrière, tu vas en parler plus longuement. Mais par principe, alors, effectivement, l'outil Facebook, puisqu'Instagram appartient à Facebook, a créé des ponts entre les deux outils et permet de dupliquer des publications, etc. Voilà. Donc après, moi, j'ai un avis là-dessus. J'ai un avis là-dessus, sachant que dès l'instant qu'on a deux outils différents avec des codes des usages, c'est bien de pouvoir utiliser les outils avec, je dirais, l'identité propre de chaque outil. Après, effectivement, je ne suis pas non plus dogmatique sur les usages, hein, c'est-à-dire que si on fait une publication et puis qu'on la duplique strictement sur les deux réseaux, bah, pourquoi pas. Après, moi, je le conseille plutôt à dose homéopathique. Voilà. Après, derrière, je veux dire que ça ne sera pas préjudiciable, mais du coup, on n'utilise pas non plus, on n'optimise pas l'usage des outils, quoi, en fait, hein. Juste Didier, avant qu'on continue, on a deux questions qui se rejoignent, une autour de TikTok et une autour de Snapchat. Et, euh, et je pense que c'est intéressant qu'on revienne dessus. Vous avez bien vu que c'est des outils qu'on ne vous présente pas aujourd'hui, non pas parce qu'ils sont pas bien, hein, loin de là. Euh, Nous, en fait, l'approche qu'on a généralement par rapport aux différents réseaux sociaux, c'est celle de la cible visée, quel est son âge, est-ce que dans son, voilà, est-ce que, on va dire, dans son environnement proche, familial, ami, de travail, est-ce qu'il y a des personnes qui, autour d'elle, utilisent TikTok, utilisent Snapchat? Ça peut tout à fait être des leviers, clairement. Maintenant, bah, ça sous-entend, moi j'ai vu là quelqu'un qui a fait ça avec une apprentie, ça sous-entend de créer du contenu, parce que c'est clairement un contenu qui est différent, aussi bien TikTok que Snapchat. C'est des codes de communication qui sont très différents. On est vraiment autour de la vidéo, autour de l'humour, et les codes sont vraiment différents. Du coup, ça va vous permettre forcément, il y a encore assez peu de restaurateurs qui vont sur ces outils-là, donc vous pouvez tout de suite être très différenciant. Oui, bah forcément, quand je vois que vous avez un bar à bière, c'est tout à fait, c'est tout à fait logique. Et en fait, il faut bien se redire que c'est des outils sur lesquels l'approche et le contenu créé va être vraiment différent. Autant Instagram et Facebook, on peut trouver un lien. Là, pour le coup, sur TikTok et Snapchat, pardon, ça va nécessiter un temps de création de contenu peut-être un peu différent. Mais moi, je pars du principe, c'est qui votre cible? Est-ce que dans son entourage, il y a des utilisateurs de ces outils? Si vous ne savez pas, posez la question à vos clients. C'est eux qui ont la réponse. Voilà, vous faites le test pendant une semaine, vous leur demandez à chaque fois sur quels réseaux sociaux ils sont, sur quels réseaux sociaux ils aimeraient vous trouver. Et là, tout simplement, je pense qu'il faut partir du besoin des clients. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, toi, Didier, par rapport à ça. Ouais, bah, 200% d'accord avec toi. Après, juste le petit point après, sur ces outils-là, on peut avoir aussi l'envie d'essayer, tester. Donc moi, je suis très aussi test and learn en complément parce que alors, le test and learn avec la limite, effectivement, de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire commencer par l'approche qu'a préconisé Charlotte et puis qu'on préconise tous, hein, tous les conseils numériques. Et puis après, eh bien, moi, je suis tenté de dire, après, vous testez, si ça marche, eh ben, tant mieux, quoi. Effectivement, nous, on n'a pas cette approche systématique, hein, et d'autant moins sur Snapchat et TikTok, qui, pour l'instant, hein, parce que tous les réseaux évoluent tout le temps, donc ça, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est au jour d'aujourd'hui, hein, comme on le dit parfois. Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, si on se revoit, on vous dira quelque chose de différent parce qu'effectivement, ces outils-là auront évolué. Les cibles évoluent aussi, hein, parce que ces cibles qui sont jeunes aujourd'hui ne le seront un petit peu moins demain et encore moins après-demain, hein, comme on l'est tous, quoi. Et du coup, voilà. Alors, si l'expérimentation Snapchat, effectivement, permet de toucher une cible et puis permet de la faire venir au restaurant, bah, moi, je dirais bingo, hein. Moi, là-dessus, c'est une réussite et c'est un bon exemple. Et dès l'instant que ça marche, il faut y aller, en fait, hein. Alors, on Alors, va moi, avancer je pense donc qu'on sur les réseaux sociaux. Donc, euh, une, une personne sur 5, quelques petits éléments de stats, hein, une personne sur 5 partage au moins une fois par mois ce qu'elle mange avec ses proches. Donc, au moins, une personne sur 5, ça fait à peu près 20%, hein, si je ne me trompe pas.
au moins une fois par mois. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de partages, tous réseaux sociaux confondus, mais on va se retrouver essentiellement sur Facebook et Instagram pour la grande masse. Sur un réseau comme Instagram, on va le voir qu'effectivement, il y a beaucoup, alors c'est un peu beaucoup le réseau des influenceurs, et notamment on a des influenceurs cuisine, et puis qui, notamment, on peut les identifier ou les retrouver à travers ce hashtag food, puisque effectivement sur Instagram, alors, à l'époque où on a fait la mise à jour, il y avait 314 millions d'utilisations de ce hashtag-là. Donc, pour dire que c'est un sujet qui est ultra populaire, notamment sur un réseau comme Instagram. Donc là, on a deux exemples de food influenceurs. Donc là, si on a fait ces copies d'écran, c'est que, alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais en haut à gauche, vous voyez, on a un influenceur qui a en gros presque 500 000 abonnés. Et puis l'atelier de Roxane, vous voyez, 1,7 million d'abonnés. Donc, même quand ce ne sont pas forcément des restaurateurs eux-mêmes, et la plupart des influenceurs ne le sont pas forcément, néanmoins, en fait, ils sont dans cet environnement cuisine et ce qu'ils peuvent véhiculer comme image, comme conseil, etc., a aussi un lien direct avec la partie restauration. Donc, être sur les réseaux sociaux, donc c'est effectivement pour travailler votre e-réputation, image, notoriété. Présenter vos offres et services, effectivement, et puis communiquer sur votre actualité. Donc, si on fait des plats du jour, notamment, c'est un des sujets qu'on retrouve, les nouveautés, les cartes, etc. Donc, il y a plein de sujets en restauration sur lesquels on peut faire des publications. Interagir avec vos clients, donc ça fait lien avec ce que disait Charlotte tout à l'heure. Une des particularités des réseaux sociaux, c'est ce côté interactif et donc participatif, collaboratif. Et donc, on a la possibilité de réagir et d'interagir en fait via ces réseaux sociaux, et là en lien direct avec ses clients. Et puis donc développer la notoriété, donc effectivement se faire connaître, puisque c'est avant tout un outil de communication dès l'instant qu'il est utilisé à titre professionnel. Donc la page Facebook, donc rapidement en fait, alors Facebook, voilà, c'est le réseau numéro 1, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, puisqu'il est incontournable. 65 millions de Français, 40 millions d'utilisateurs actifs. Utilisateurs actifs sur Facebook en France, et avec une légère majorité, une légère tendance féminine en fait sur Facebook, comme on a sur Instagram, qui est un peu plus féminin que masculin. Donc là, conseils Facebook et Instagram, ça va être les mêmes, c'est-à-dire si je veux optimiser ma page, qu'est-ce que je fais? Donc c'est le travail que nous on fait en l'occurrence quand on est sur le terrain, c'est que on échange, on partage sur la stratégie propre en fait de l'établissement dans lequel on est, qui il est, c'est quoi ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il fait. Ensuite, on va comparer en fait les usages qu'il y a sur Facebook et sur Instagram, avec ce qu'est l'établissement, donc la formulation de ces stratégies. On va regarder comment la page est présentée. Donc, la présentation de la page via les visuels et puis via les textes de présentation, donc rubrique à propos pour Facebook et la bio pour Instagram. Donc, on va toujours, en fait, l'idée, ça va être de regarder, en fait, de comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez montrer de vous. Et la réalité, c'est dire comment vous êtes présent sur Facebook et Instagram et qu'est-ce que vous montrez de vous. Donc ça, on va croiser les deux. S'il y a des écarts, on va les mesurer et puis on va voir comment on peut les ajuster. Et puis après, il y a l'efficacité, donc je continue, même si effectivement je vois qu'il y a un petit bug au niveau de l'écran. Est-ce que c'est bon? Normalement, je l'ai remis. Alors là, on a, on a le mode présentateur. Ah mince. Alors... Écoutez, ce que je vous propose, je vais m'en occuper 2 secondes. Je coupe le partage et puis. Autrement, ce que je peux faire, c'est que comme je l'avais sous le coude aussi, je vais essayer, si ça fonctionne de mon côté, je vais tester. Je teste, hop, je vais l'ouvrir, je vais sortir du mode présentateur, ouf. Et puis, je vais essayer de partager mon écran. Hop. Je suis en train de faire basculer les fenêtres d'un écran sur l'autre. Si ça veut le faire. Il était là-haut.
Je vais le faire redescendre. Voilà. Alors, hop, voilà. C'est bon, Didier. On voit ton écran. Et c'est parfait. C'est parfait. Hop. C'est bon. Donc, derrière, après la présentation, on va regarder en fait tout ce qui est lié à la publication avec l'efficacité de la ligne éditoriale. On le mesure avec ce qu'on appelle un indicateur qui s'appelle le taux d'engagement, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les réactions et les interactions qu'il y a sur vos publications par rapport au nombre d'abonnés, puis on va regarder en fait où ça se situe et puis surtout aussi et surtout comment ça évolue. Et puis, on va regarder aussi donc côté organisation, parce que derrière, on a, alors c'est peut-être le cas chez vous, mais en tout cas, beaucoup nous le disent sur le terrain, c'est la question du temps, la gestion du temps, j'ai pas le temps, etc. Donc, quand on nous parle de temps, effectivement, de gestion du temps, nous, on n'a pas le pouvoir de supprimer totalement le temps que vous consacrez à ces outils-là. Néanmoins, on a la possibilité, en fait, avec une approche, une méthodologie, en fait, de pouvoir gagner en efficacité, gagner au niveau temps. Et donc, ça repose sur une bonne organisation. Donc, la ligne éditoriale, on va dégager des publications, le plus de publications, d'idées de publications possibles. Donc moi, en général, je conseille plutôt 70 à 80% d'idées de publications déjà préparées à l'avance. Et puis, du coup, si ces publications-là sont bien abouties, on va pouvoir utiliser des outils de programmation de publication, des calendriers éditoriaux, voilà, qui permettent de bien structurer en fait tout ça. Donc, un instant T, ça va être du travail, mais ensuite, on n'aura pas à y revenir. Et on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité par cette approche-là. Donc là, et puis effectivement, la question se pose aussi si on veut doper sa visibilité sur Facebook comme sur Instagram, c'est est-ce qu'on utilise les outils de promotion de ces réseaux, parce que c'est le même outil derrière Instagram et Facebook, les fameux outils pub, hein, on vous dit, on vous propose de booster vos publications. Donc voilà les éléments clés qu'on analyse, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la présentation, la ligne éditoriale, l'engagement. Alors, on regarde aussi les techniques d'animation parce que du coup, voilà, sur la façon dont on va rédiger les posts, sur ce qu'on va mettre en visuel, etc., etc., comment on peut travailler des visuels, essayer de les personnaliser. Notamment, il y a un outil qui est très utilisé dans les réseaux sociaux qui s'appelle Canva et qui en plus a une version gratuite qui permet de faire beaucoup de choses. Donc en fait, on peut rapidement personnaliser des visuels et puis voilà. Donc on regarde aussi cette partie-là. Pour la partie organisation, voir si vous ne connaissez pas ou si vous utilisez ou pas donc la suite business, hein, c'est un outil qui a été créé par Facebook il n'y a pas très longtemps en fait, hein, ça fait quelques mois déjà, mais bon, il est quand même assez récent. Et puis regardez en fait, suivre quelques statistiques pour mesurer justement la performance de vos actions et puis de pouvoir apporter d'éventuels correctifs ou d'éventuelles améliorations. Donc Facebook, 40 millions d'utilisateurs actifs en France, Instagram, 21 millions d'utilisateurs. Et là, on voit effectivement tendance un peu plus féminin que masculin sur Instagram. Mais surtout, on va toucher une tranche d'âge qui va être plus jeune que sur Facebook. Donc, vous voyez, hein, environ 70% ont 15 à 25 ans sur Facebook, sur Instagram, pardon. Donc le reste de l'approche va être le même hein, sur l'approche pour l'analyse hein, que je vous indiquais tout à l'heure. Donc pour plus précisément sur Instagram, donc la fameuse rubrique à propos qu'on va trouver sur Facebook, voilà, s'appelle la bio sur Instagram. Donc on va l'analyser aussi. Analyser aussi la ligne éditoriale, analyser aussi ce que vous utilisez comme format de publication, donc les posts avec photo vidéo, et puis également les stories et stories à la une, qui sont des outils hyper importants à utiliser sur Instagram puisqu'ils offrent une très très bonne visibilité. Mais ils répondent aussi à des codes, à des usages particuliers qu'il faut connaître. Donc la notion d'engagement, donc on va être comme sur tous les réseaux sociaux, hein, la notion d'engagement, ça va être les likes, les partages, les commentaires, les choix de boutons d'appel à l'action, donc sur un compte professionnel, entreprise, Instagram, et puis l'accès à quelques statistiques hein, que Instagram fait évoluer, qui sont moins nombreuses que sur Facebook, mais néanmoins qui sont intéressantes à suivre. Et puis donc, voilà, je vais laisser maintenant la parole à Charlotte. Du coup, tu veux que je continue à enchaîner les slides? Oui, je veux bien. Ok, Bah, eh bien, écoutez, c'est parti. on va on va plonger dans la ligne éditoriale. Alors, c'est un mot un peu théorique, mais en gros, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui doit vous faire gagner du temps.
Alors, dans les trois petites choses qu'on va regarder ensemble, c'est déjà, c'est quoi une ligne éditoriale? Souvent, on en entend parler en webinaire, des prestataires parfois peuvent vous en parler ou parfois d'autres collègues. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on la met en place? Les étapes pour se lancer? Et là, on va être dans quelque chose de vraiment très concret. Et surtout, derrière, plein d'exemples qui sont généralement les meilleurs moyens de vous donner envie. Alors, c'est bon pour moi. Je vais te laisser passer la slide, s'il te plaît, Didier. Alors, donc c'est quoi la ligne éditoriale? Voyez-le vraiment comme un fil rouge qui va contribuer à votre image et à vos objectifs de communication. L'idée vraiment, c'est de se dire qu'est-ce que vous voulez faire sur ce réseau social, pourquoi vous avez pris le temps de le créer, pourquoi vous prenez le temps de l'alimenter. Et l'objectif aussi de mettre en place une ligne éditoriale, pardon, c'est pas facile à dire, hein, c'est que ça va vraiment vous donner une orientation à chaque contenu que vous allez créer. Parce que on le sait, les réseaux sociaux, c'est du temps. Si à chaque fois que vous allez sur Facebook, sur Instagram, alors idem hein, pour Snapchat et TikTok, mais si à chaque fois que vous allez sur le réseau, vous vous reposez la question de quels sont vos objectifs, vers quoi est-ce que vous poussez, ça va vraiment vous faire perdre du temps. Donc nous, ce qu'on voulait vraiment vous proposer, c'était voilà, de bien découvrir ce que c'était que la ligne éditoriale. Donc concrètement, c'est du coup une orientation. Ça reprend des règles assez claires, hein, mais quel vocabulaire vous utilisez, le ton, est-ce que vous êtes familier, officiel, que vous allez pouvoir aborder, pourquoi pas des marqueurs visuels. J'ai vu que voilà, plusieurs d'entre vous utilisaient déjà Canva. Effectivement, l'intérêt d'utiliser des outils comme ceux-là, c'est qu'ils sont déjà chartés. C'est-à-dire que charté, c'est quoi? C'est que vous pouvez déjà mettre votre logo, un petit texte, votre site web s'il y en a un. En fait, tout ça, ça vient vraiment fixer votre identité. Et donc l'idée, vraiment, c'est de donner une cohérence et une cohésion globale à vos publications sur les réseaux sociaux. Et là aussi, va venir rentrer en jeu le canal que vous allez utiliser. Alors, si je synthétise, on voit au milieu la ligne éditoriale, elle se compose de 5 choses. Donc première chose, qui est sous-jacente, hein, et je vois qui est pas remise ici, mais qui dépend quand même de la cible que vous avez, hein, et comme l'a redit Didier tout à l'heure, quel est votre objectif, en allant sur ce réseau, hein. Mais donc la question c'est: quels sont les canaux de diffusion que vous utilisez? Quelle va être votre fréquence de diffusion? Est-ce que vous publiez une fois par semaine, une fois par jour, plus souvent, moins souvent? Donc, quel est votre style? Quelles sont les thématiques et les types de contenus? Les types de contenus, c'est vidéo, c'est photo, c'est live, c'est etc., etc. L'idée, tout ça, c'est aussi que si demain vous avez un collaborateur ou un stagiaire, comme j'ai vu que certains ont eu, vous lui donnez aussi un cadre. Parce que forcément, vous connaissez très bien votre entreprise, c'est la vôtre. Mais si demain quelqu'un peut vous aider sur ces sujets-là, c'est important que vous ayez fixé l'image que vous souhaitiez avoir. Donc finalement, c'est quoi les gains à la mettre en place? Forcément, le premier gain, ça va être à la slide suivante, s'il te plaît. Le tout premier gain, et c'est celui que nous a dit Didier tout à l'heure, hein, c'est clairement un gain de temps. Parce que vous n'aurez plus qu'à venir piocher dans cette liste d'idées sans avoir à vous reposer la question, tiens, aujourd'hui, ça fait au moins une semaine que je n'ai pas publié, qu'est-ce que je peux publier? Là, surtout, n'hésitez pas à nous redire dans les commentaires si c'est pas comme ça que vous voyez les choses, mais nous, généralement, c'est les choses que les commerçants qu'on accompagne nous disent, hein, c'est qu'ils n'ont pas le temps et le moment où ils doivent publier, parce que ça fait une semaine qu'ils n'ont pas publié, ils n'ont pas d'idée, ils ont pas le temps, ils n'ont pas de contenu tout prêt. Donc vraiment, la ligne éditoriale, c'est un gain de temps. Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, meilleure compréhension pour vos clients. Par rapport à ça, ayez aussi en tête que sur les réseaux sociaux, les contenus ont une durée de vie qui est très très courte. Quand on se connecte à Facebook ou Instagram, on se connecte, on va venir voir les actualités. Vous savez, dans notre fil d'actualité, on va voir les dernières choses qui ont été publiées. On ne voit pas tout, hein. Le réseau social nous fait un classement et il nous montre que quelques contenus. Et par rapport à ça, il y a très très peu de vos clients qui prennent le temps d'aller sur votre compte
et de regarder vos dernières publications. Généralement, ils vont voir de vos nouvelles parce qu'ils vont dans leur fil d'actualité et qu'ils arrivent au bon moment et ils voient votre publication. Donc, il y a une durée de vie qui est très, très courte des contenus, hein. Dans les fils d'actualité, j'entends. Si on prend Facebook, c'est de l'ordre de 2-3 jours, hein. Donc, dites-vous bien que passer 2-3 jours, il y a peu de chances que votre client voit cette publication. Vous pouvez en refaire une. L'intérêt aussi de mettre en place une ligne éditoriale, on voit encore que c'est des pratiques qui ne sont pas forcément utilisées par toutes les entreprises et clairement, ça peut vous différencier par rapport à la concurrence. Et puis là aussi, ça peut vous donner une meilleure évaluation de vos actions parce que si vous passez du temps dessus, c'est très important, comme nous l'a dit Didier juste avant, de bien le taux d'engagement, la visibilité de ce temps passé, hein, parce que on le sait, hein, le temps n'est pas incompressible et vous êtes déjà très très sollicité. Alors à un moment donné, peut-être que le choix, ça sera d'aller sur Snapchat et TikTok et puis de laisser de côté un autre réseau social. Et ça, c'est des stratégies qui s'entendent, hein. Et pour ça, le mieux, c'est encore d'avoir quelques statistiques pour guider vos choix. Alors, à partir de maintenant, on va revenir sur quelques étapes clés pour se lancer. La toute première étape, vraiment, c'est quoi vos objectifs? Alors, quels sont vos objectifs? Quelles sont vos audiences? Quels réseaux sociaux? Des exemples d'objectifs, hein, ça peut être augmenter la fréquentation du mardi soir, parce que vous savez que le mardi soir, c'est toujours, voilà, vous êtes à un taux de remplissage pas tout à fait satisfaisant pour vous. Ça peut être faire connaître votre nouvelle carte. Ça peut être vous repositionner par rapport à la concurrence. Vous savez que vous avez un concurrent qui maintenant, lui aussi fait des burgers, alors qu'avant vous étiez le seul sur votre zone. Voilà, vous souhaitez vous repositionner par rapport à ça. Ça peut être aussi aller chercher des audiences bien particulières, hein. Les familles, les professionnels, les groupes. Et dites-vous bien que tout cela, ils vont être sensibles à des messages différents. Donc la deuxième étape, elle est de se dire qu'il y a des bonnes idées. Ça, c'est une certitude. De nombreux restaurateurs communiquent déjà et il n'y a aucun mal à aller s'inspirer de ce qui fonctionne déjà chez eux, hein, comme on a déjà pu en parler tout à l'heure avec l'exemple sur Snapchat. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à réfléchir à 3 pages ou 3 comptes de concurrents que vous aimez bien. Si vous n'en connaissez pas, essayez d'en découvrir. Essayez de vous poser la question pourquoi ça vous plaît et dans quelle mesure vous pourriez les reproduire. Donc ça va vraiment vous aider à trouver ce qui vous ressemble. Donc l'idée, c'est d'essayer d'en trouver à peu près 3 et de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. La troisième étape, c'est finalement ce qu'on va appeler votre positionnement. Comment est-ce que vous souhaitez être vu? Alors déjà, première chose, quelle image, hein, vous souhaitez donner à votre marque, à votre restaurant? Quel est votre ton? Je vous disais tout à l'heure officiel, familier, proximité. Et ici, on commence à se poser les questions de vos rubriques récurrentes. Par rapport aux rubriques récurrentes, pas de souci, juste après, on a toute une liste d'exemples. Merci Didier. La quatrième étape, c'est d'établir un planning. Donc à ce stade, on a souvent la question qui va nous arriver, c'est je n'ai pas le temps. Juste après, on va vous redire qu'il y a possibilité de programmer vos contenus à l'avance. Quand vous avez 1 heure, 2 heures devant vous, vous pouvez le programmer pour plus tard. Donc, en termes de planning, nous, ce qu'on vous conseille, le minimum, hein, quand même, le minimum, c'est 1 fois par semaine, hein, parce que si vous publiez moins souvent, les réseaux sociaux, chaque réseau social a son propre algorithme, hein. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les fils d'actualité, ils sont en permanence alimentés. Et si vous ne publiez pas assez souvent, votre fan, votre abonné, en tout cas la personne qui voit votre contenu, pendant ce temps-là, elle va voir du contenu d'autres marques ou d'autres amis. Et son algorithme, il va se mettre à jour avec tout ça. Et le risque, c'est que le jour où vous publiez, il ne vous voit plus. Donc vraiment, hein, le minimum, c'est 1 fois par semaine. Et puis après, ça peut être un peu plus, hein. Ça va aussi bien sûr dépendre du temps que vous avez à y dédier. Et puis aussi, à quelle heure vos audiences sont sur les réseaux sociaux. Si vous ne le savez pas, c'est des choses que vous pouvez voir dans vos statistiques. À quel moment est-ce que vos fans sont en ligne? Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Donc effectivement, on peut tout à fait
programmer son contenu. Alors, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Ça se fait depuis la Business Suite de Facebook. Donc, vous tapez Business Suite Facebook, hein, et là, vous aurez les outils de programmation et vous pouvez à l'avance choisir de programmer du contenu sur Facebook, sur Instagram, en story ou on va dire dans votre fil d'actualité. Si jamais vous avez plus de réseaux sociaux, que vous voulez aussi aller sur Snapchat, sur TikTok ou d'autres, eh bien, vous pouvez aussi aller sur les outils qui s'affichent ici, qui là permettent de programmer vers plusieurs réseaux en même temps. Alors, je vois qu'on a des petites remarques, je vais juste regarder. Ouais, c'est ce que je m'apprêtais, j'attendais que tu aies fini la ligne éditoriale, effectivement, parce qu'il y a Monsieur Voisin qui fait des publications avec ses produits et puis qui se pose la question de savoir si des photos en situation réelle est mieux. Ah oui, clairement, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à tester les deux et regarder, en fait, toujours dans vos fameuses statistiques, hein, de voir ce qui fait le mieux réagir. Néanmoins, on a quand même peut-être deux petits conseils par rapport à Facebook et Instagram. Facebook, c'est un réseau social de l'humain. Donc, si on met pas d'humain dans Facebook, ça va être compliqué. Facebook, il y a vraiment une dimension humaine qui est très, très forte. Alors que sur Instagram, on a coutume de dire que c'est le réseau social du beau. Donc peut-être que sur Instagram, les visuels très très travaillés, voilà, la mise en situation conviendra mieux. Encore qu'il n'y a jamais de, comment dire, la science, elle n'est pas exacte, hein. Ça va dépendre du type de restaurant que vous avez. Et puis, comme le disait tout à l'heure Didier, vraiment les tests, vous allez vite voir, hein, ce qui fonctionne mieux. Je vous invite à faire le test si vous ne l'avez pas déjà fait. D'une même idée, vous faites un test en situation et une autre avec le produit, et puis vous allez voir ce qui fonctionne le mieux. Surtout, n'hésitez pas à remettre en commentaire, hein, si vous aviez autre chose à préciser. Et je vois Élise qui nous redit effectivement qu'on peut lier les deux comptes. Tout à fait, parce qu'Instagram, et Instagram et Facebook, pardon, c'est la même maison. Alors, vous pouvez, il y a quand même des petits points d'alerte par rapport à ça. C'est comme je vous le disais, les deux réseaux sociaux n'ont pas tout à fait la même approche. Sur Instagram, on a vraiment le côté beau et puis visuel, en tout cas, alléchant. On parle de restauration. Et puis sur Facebook, le côté vraiment très humain. Donc vous pouvez lier les deux. Mais aussi, c'est intéressant de faire du contenu différenciant sur ces plateformes parce que les codes de communication ne sont pas tout à fait les mêmes. Et au-delà de ça, pour votre fan abonné qui vous suit sur les deux, effectivement, voilà, c'est ce que j'allais dire, Monsieur Voisin, vous me devancez, c'est super. C'est que finalement, il y a un vrai risque de lasser son internaute si vous avez la même audience sur les deux réseaux sociaux. Effectivement, quel intérêt ils ont à vous suivre sur les deux? Donc, on peut en faire voilà, un petit peu de contenu dupliqué, mais vraiment avec parcimonie ou en tout cas avec vigilance. Puis pas oublier que la ligne éditoriale, c'est pas juste un ou deux sujets, hein. Ça peut être plusieurs thèmes et plusieurs sujets. C'est ça l'intérêt de travailler la ligne éditoriale. Donc effectivement, on peut avoir des posts avec des mises en situation réelle, mais on peut avoir d'autres sujets de publication sur une ligne éditoriale, ce qui est plutôt conseillé même. Alors, pour synthétiser tout ça, nous, on vous a créé un document, vous verrez, qui est un guide de pas à pas, hein, qui reprend l'ensemble de ces 5 étapes. En fait, suite au webinaire, on va vous l'envoyer en document prêt à être modifié. Donc, ça vous fera un mini-guide, j'ai envie de dire, prêt à l'emploi. Vous aurez aussi un planning pour préparer vos différents contenus sur le mois prochain ou même plus, hein, si vous êtes assidu. Dites-vous bien que ça, c'est un travail. Quand on est dedans, souvent, il faut un petit peu de temps pour se mettre dedans. Mais une fois qu'on est dedans, ça serait dommage de s'arrêter à créer un contenu parce que souvent, il ne nous faudrait pas beaucoup d'efforts pour en créer un deuxième. Alors que la prochaine fois, quand on va devoir en créer un autre, on aura besoin voilà, d'un petit temps pour se remettre dans notre ligne éditoriale. Donc, comme je vous disais, donc un guide pas à pas, un planning, et puis aussi vous recevrez une boîte à outils et à idées. Et donc, on va revenir sur quelques idées juste après. Ça va vous reprendre vraiment plein de formulations prêtes à l'emploi, et puis aussi des idées de rubriques. Alors, quand on regarde au niveau des formulations, là aussi, c'est pas la panacée, hein, ça va peut-être pas vous plaire. En tout cas, ce sont que des exemples. Dites-vous bien aussi quand vous publiez sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez, c'est que on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait un réseau social, c'est vraiment l'échange entre vos clients
et vous. Donc, dans vos publications, il faut aussi emmener vos clients à réagir. Donc là, quelques exemples qui plaisent ou qui plaisent pas, hein, mais qui sont en tout cas prêts à être utilisés dès demain s'il y en a qui vous plaisent, hein. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des petites astuces qui fonctionnent bien ou des choses que vous avez testées à les remettre en commentaire. Ça peut donner des idées à tout le monde. Donc là, on a des exemples de publications qui favorisent à l'engagement. Et puis après, hop, juste après, des exemples concrets de rubriques qui reviennent. Ça, souvent, c'est le plus difficile. Alors, ça peut être le plat de la semaine, ça peut être faire un focus vraiment sur un producteur ou une matière première. En tout cas, quelque chose que vous avez choisi et sourcé. C'est important de le valoriser. Ça peut être évidemment, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Didier, un focus sur les avis clients. Un moyen aussi de valoriser ces avis clients et aussi d'en générer de nouveaux, c'est de prendre le temps de valoriser ceux qui ont été déposés. Ça peut se faire sur les réseaux sociaux, ça peut aussi se faire en restaurant. Je sais que souvent on me dit: «Ah oui, mais moi j'ose pas parce que ça fait prétentieux». Non, ça fait pas prétentieux, cet avis il a été déposé, donc voilà, l'avis il était positif, donc bravo à vous s'il y a eu un avis comme ça, n'hésitez pas à en parler. Ça peut être aussi un focus sur vos employés. Je sais que c'est d'autant plus important qu'en ce moment, on a quelques soucis de recrutement, et donc voilà, entre une structure qui, fréquemment valorise ses employés et une structure qui finalement, a moins l'occasion de le faire, ça peut peut-être être plus attractif pour un futur candidat. Donc voilà, n'hésitez pas à les valoriser. Pourquoi pas si vous avez un site avec des recettes, ça peut être ça peut être, quelques informations. Alors la veille, ça peut être, les nouvelles obligations sur, le fait, par exemple que vous, maintenant vous proposez, les doggy bags, je crois, j'ai plus le nom français. Voilà, de prendre les restes, si j'ose dire. Voilà, tout ce qui est un petit peu nouveau, dans le métier, n'hésitez pas à en reparler. Ça peut être aussi, si ça vous ressemble, de temps en temps, partager une image amusante, un gif, une citation. Là, ça va vraiment dépendre de vous et de votre personnalité, hein. Ça peut être aussi un chiffre parlant, une question ouverte. Vous voyez, l'idée, c'est qu'après, une fois qu'on a présélectionné ces idées, on va venir piocher, on va se dire: «Tiens, ce mois-ci, je vais parler de ça». Aussi, on peut surfer sur l'actualité. Alors, la journée de la gentillesse, pourquoi pas? La rentrée, les vacances, Pâques. Ça peut être, voilà, la journée du burger si vous faites des burgers, ça peut être la journée du fait maison. Enfin, il y a vraiment, beaucoup, beaucoup de possibilités. Le mondial de foot, pourquoi pas, si vous avez, une retransmission, hein, de foot dans votre, restaurant. Enfin, il y a vraiment plein d'idées. Ça peut être, pourquoi pas, impliquer, votre communauté pour choisir la photo, de couverture ou alors, pourquoi pas les inviter à choisir le nom, de votre produit best-seller ou alors pourquoi pas même faire, votre communauté à choisir, le plat, du mois. Vous voyez, il y a plein de choses envisageables, hein. On peut avoir un post saisonnier, on peut avoir aussi les tops fonctionnent très bien, voilà, les 5, par exemple en matière de restauration, ça peut être, si vous le souhaitez, valoriser, les 3 commandes qu'on vous fait le plus souvent. Donc ça illustre, ça donne envie et puis, clairement dans la restauration, on est là-dedans, hein, il faut vraiment donner envie. Donc ça peut être aussi des vidéos live. Voilà, là, ce ne sont que des exemples, hein. Ce qu'on voulait aussi vous rappeler à ce stade-là, c'est que les visuels sont importants. Alors, les visuels, ils peuvent se travailler de plein de manières. Ça peut être mis en situation avec des clients si vous avez leur autorisation. Ça peut être des photos smartphone, des photos de photographe, ça peut être des photos retouchées avec Canva. La palette, elle est assez large. Là, ça va dépendre de vos usages, pardon, et du temps que vous avez à y consacrer. Mais clairement, les visuels sont impactants. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une nécessité, en tout cas, ça, s'il y a bien une chose qui serait intéressante de retenir par rapport à aujourd'hui, c'est que créer une publication sur Facebook sans mettre de photos, c'est dommage. Il y a peu de chances que ce soit visible et que ça donne envie. Et sur Instagram, de toute façon, c'est pas possible, on est obligé de mettre un visuel. Donc, vous voyez, voilà, on vous a mis différents exemples, il y a plein de choses possibles. Alors, je vois qu'on a aussi un commentaire. Oui, tout à fait, effectivement, quelqu'un qui nous dit qu'au début, il ne souhaitait pas paraître et qu'il se rend compte que humaniser, les profils, les contenus, ça fonctionne. Bah oui, parce qu'en fait, quand on vient manger chez vous, c'est vous qu'on voit.
c'est vous qu'on voit, c'est vos équipes. Et au-delà d'avoir bien mangé, ben, il y a beaucoup plus de... On le sait que le restaurant, c'est pas que le plat. C'est l'accueil, c'est l'ambiance, c'est la convivialité, c'est les clients autour de nous qui nous ressemblent. Il y a vraiment tout un univers. Donc effectivement, oui, ça aide. Si vous n'avez pas osé le faire, vraiment, je vous invite à faire le test. Une photo avec vous, une publication pardon, avec vous et une publication sans vous. Et puis bah, surtout, n'hésitez pas à nous redire voilà, suite à ce webinaire. Mais normalement, ça devrait vraiment faire son effet. En tout cas, c'est ce qu'on constate avec toutes les entreprises qu'on accompagne. Pour conclure, on voulait aussi vous donner en tout cas quelques informations sur des outils, ce qu'on appelle, vous savez, les outils métiers, en tout cas, qui sont utiles par rapport à votre métier. Alors, souvent, les premiers types d'outils métiers auxquels vous êtes intéressés, c'est tout ce qui concerne le click and collect ou le call and collect. Nous, on va vous mettre en fait, suite à ce webinaire, à disposition un comparatif des différentes solutions déployées en Pays de la Loire. Et surtout, on voulait vous rappeler quelques critères de choix, parce que c'est bien de savoir qu'il existe plein d'outils. C'est aussi important de se dire comment je choisis l'outil qui va mieux me correspondre. Alors, dans les choses qu'on vous invite à regarder attentivement, c'est le coût de l'abonnement, la commission. Est-ce que vous pouvez faire aussi de l'emporter, de la livraison? Est-ce qu'il y a aussi une réservation de table et de commande à l'avance? Est-ce que vous pouvez l'intégrer sur des outils externes? Repensez tout à l'heure à ce que vous avez dit Didier par rapport au cahier des charges. Est-ce que vous voulez faire un paiement en ligne ou sur place? Ça, en tout cas, c'est les principaux critères de choix. Donc là, vous verrez dans notre comparaison, l'objectif d'aujourd'hui, c'est en plus de voir l'heure qui tourne, c'est pas de revoir tous ces outils, mais en tout cas, c'est bien d'avoir en tête que chaque outil peut être bien. Ça va vraiment dépendre de vos critères de choix. Et puis la même chose par rapport à la livraison. Je vous invite à regarder vraiment tout ce qui concerne aussi les abonnements et les commissions. Est-ce que ça fait remonter ou pas les avis clients directement sur la plateforme de livraison? Oui, parce que forcément, Uber Eats, les Deliveroo, ils ont leur propre système d'avis. Et là aussi, c'est important de gérer ces avis sur ces plateformes. Les zones géographiques desservies, le type de paiement client, la cible utilisatrice de la solution aussi, parce que clairement, on constate que selon les différents outils, les utilisateurs ne sont pas forcément les mêmes. Et puis aussi les modalités de livraison. Il y a aussi beaucoup d'autres outils qui peuvent vous être utiles. On voulait juste faire un focus aujourd'hui sur deux choses. Si vous avez besoin de mettre un menu en dématérialisé, là, vous avez quelques outils qui vous permettent de mettre un menu via un QR code. Et puis juste en dessous, vous avez aussi quelques outils intéressants par rapport au gaspillage alimentaire. Alors les outils, c'est comme pour tout, pour moi, ce n'est pas automatique, ça dépend bien sûr et avant tout de vos besoins et de vos problématiques. Si vous n'avez jamais de reste, le gaspillage, c'est peut-être pas quelque chose qui vous concerne. On est bien d'accord. Ce que je vous propose pour aller plus loin, avant de répondre à vos questions s'il y en a, c'est vous faire un petit focus sur finalement, suite à ce webinaire, qu'est-ce qu'on vous propose? Donc déjà, première chose, vous pouvez d'ores et déjà noter le prochain webinaire. Ce sera le 28 mars à 15h. On sera sur des conseils pour convertir mon client prospect en visiteur. Alors, convertir, c'est quoi? En tout cas, c'est lui donner envie. Donc, on a aussi noté toutes vos idées et demandes. On va voir comment on peut adapter ça avec Didier. La deuxième chose, c'est que vous pouvez prendre rendez-vous avec un de vos conseillers. Comme on l'a dit en introduction, il y a un conseiller par département. Et puis, si besoin, si vous avez un gros besoin sur le numérique, il y a possibilité aussi d'avoir un diagnostic numérique de vos pratiques avec une restitution. Et ça se fait de manière individuelle. Ça permet vraiment de faire le point sur ce que vous devez mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une large palette. Il ne s'agit peut-être pas pour vous de tout mettre en place. Donc, je vois juste ici que Didier, juste avant, tu avais affiché. Voilà. Donc là, ici, vous avez le coordonné par département. Donc, on vous enverra les slides et le support d'aujourd'hui, mais vous pouvez d'ores et déjà noter les contacts par département. Et puis, moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de répondre à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez les mettre dans le chat à partir de maintenant.
Alors, il y a une question autour du fait de est-ce qu'on doit publier ou pas en story ou on doit publier en contenu pérenne. Donc là, c'est deux formats de publication complètement différents, comme on l'a dit très rapidement tout à l'heure. En fait, sur Instagram, les grands formats de publication, vous allez avoir les posts, les stories, et puis donc story à une, puisque la story, en fait, elle est éphémère, elle va durer 24 heures. Donc, on a la possibilité maintenant, effectivement, de pouvoir créer différentes thématiques sur son compte Instagram. Et derrière chacune de ces thématiques, on va pouvoir y mettre des stories. Donc, ça suppose que, en fait, finalement, on va se retrouver avec le mode de fonctionnement des stories avec deux fils finalement d'actualité, un fil d'actualité classique avec les visuels et le texte. Et puis tout en haut en fait du compte Instagram, on va se retrouver avec une sorte de fil d'actualité finalement basé uniquement sur des stories. Donc c'est deux formats de publication différents puisque là derrière la story va répondre à des contenus de publication différents qui vont être beaucoup plus fun que dans le fil d'actualité traditionnel. Donc c'est pour moi c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un et l'autre, mais chaque sujet doit se travailler. Donc on a trois sujets puisque la ligne éditoriale comme l'a évoqué Charlotte tout à l'heure. On a travaillé sur ces publications traditionnelles. Ces stories, on les travaille aussi sur le fond et sur la forme. Et puis, effectivement, les stories à la une, eh bien, on va le plus judicieusement possible choisir les différentes thématiques de ces stories à la une, en fait. Donc ça suppose effectivement un travail de ligne éditoriale, exactement avec la démarche dont a parlé Charlotte tout à l'heure, en fait. Sauf que c'est un travail de ligne éditoriale adapté à Instagram. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'on a à peu près tenu notre timing quand même, il est 16h34. Après, de toute façon, effectivement, à l'issue de ce webinaire, s'il y a froid, il y a des questions qui vous reviennent ou autres, encore une fois, vous aurez dans le support que vous allez recevoir les coordonnées des différents collègues des départements, si vous n'avez pas déjà noté leur mail. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers eux, en fait, pour, pour tout ce dont vous pouvez bénéficier aussi, parce que ce que vous a dit David en préambule, c'est toutes ces actions-là, en fait, elles sont en fait intégrées dans un programme Région Pays de la Loire, donc spécifiquement orienté restauration tourisme. Et donc, en fait, c'est des possibilités que vous avez en fait de bénéficier de ces actions-là dans le cadre de cette action des régions Pays de la Loire, en fait. Alors, en plus de ces actions-là, en fait, on peut vous proposer des formations traditionnelles, des accompagnements, etc. C'est ce qu'on fait de notre quotidien. Mais là, en l'occurrence, on est dans une action spécifique qui est financée pour vous par la région Pays de la Loire. Donc, pour ça, n'hésitez pas non plus, si ce n'est en profiter, au moins en bénéficier plutôt. Peut-être, je vois, il y a une dernière question, qui est finalement plus une remarque. C'est sur le fait de se renouveler. Et effectivement, là où je vous rejoins, c'est aussi à ça qu'elle sert la ligne éditoriale. C'est que une fois qu'on s'est dit que dans nos 5 rubriques récurrentes, il y aurait peut-être le plat de la semaine, qu'il y aurait peut-être un avis, qu'il y aurait un focus sur un employé, puis enfin sur un produit, dites-vous bien que vos internautes, eux, ils voient plein de contenus de plein d'entreprises. Ils en voient tous les jours. Et donc, finalement, lui, il n'est pas forcément vigilant par rapport au fait. Alors, je suis désolée, je suis très burger. C'est ce qui me vient. Vous, si vous prenez un burger en plein mois d'été, ce ne sera peut-être pas le même que celui de l'hiver. Et puis, encore que si c'est le même, eh ben, la photo, elle sera peut-être pas pareille. Vous pouvez prendre un angle de vue différent et c'est absolument pas un problème. Donc, par rapport à ça, vraiment, rassurez-vous. Bien sûr, je ne vous dis pas de reprendre exactement la même photo avec le même texte, hein, mais on peut avoir des petites mises en scène un peu différentes autour de ce fameux burger, sans pour autant avoir réinventé le fait que on voulait valoriser notre best-seller. Je sais pas si, en tout cas, moi, par rapport à ça, je voulais surtout vous rassurer par rapport à ça que rares sont les clients qui finalement vont aller voir l'intégralité en même temps. Ils vont pas forcément voir que vous avez mis 4 photos différentes de burgers. Ça ne sera pas un problème pour eux parce que au contraire, ils verront que vous renouvelez votre communication, que il y a de la vie chez vous. Donc, au contraire, ça va plutôt lui donner envie.
Ok. Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour quelqu'un? Ah oui, dernière question, les fameux hashtags. Quelle dose? Ça dépend des réseaux sociaux. Hmm. Donc, sur les derniers stats que j'ai vus, donc sur Instagram, il est conseillé d'être dans une fourchette d'environ 8 à 10 hashtags. Donc ça, c'est une fourchette, hein. Si c'est un petit peu moins, bon, c'est pas super grave. Si c'est un petit peu plus, c'est pas super grave. Mais l'idée, c'est d'éviter ce qu'on a vu pendant un moment donné, d'avoir des dizaines et des dizaines de hashtags. Ça, effectivement, ça mène pas grand-chose d'une part, et d'autre part, l'algorithme va vous pénaliser en fait, hein. Donc ayez cet ordre de grandeur, hein, plus ou moins 10 hashtags, retenez ça. Et voilà. Après, le nombre de hashtags, encore une fois, c'est comme le nombre de publications. C'est pas forcément ça qui est important. C'est vraiment l'intérêt que ça a. Donc, les hashtags, ça se choisit pas n'importe comment. Donc, du coup, tout ça, c'est des bonnes idées pour nous parce que du coup, ça permettra la prochaine fois de faire un focus sur le comportement utilisateur d'un réseau social, en fait, hein, quand et comment il voit une publication. Peut-être faire un focus sur les publications Instagram et puis un contenu de publication avec un contenu texte et puis un contenu hashtag et puis surtout comment on choisit un bon hashtag. Enfin voilà, peut-être faire des petits micro-focus comme ça la prochaine fois aussi. On va prendre note de tout ça pour apporter des précisions, d'aller plus loin en fait dans la continuité de ce qu'on a dit aujourd'hui en fait, hein. Donc effectivement, le format ne nous permettait pas aujourd'hui de tout aborder en détail, hein, mais tout ce que vous nous dites pour nous, c'est très très bien parce que du coup, ça va nous permettre d'apporter des éléments très très précis en fait la prochaine fois. Et je vois Dernière qu'il y a une question, les dernière fameuses remarque quelle sur le dose. tutoiement, vouvoiement. C'est Voilà. vraiment le genre de choses, nous, qu'on vous conseille de fixer dans la ligne éditoriale. Parce que là, pour le coup, il y a besoin d'avoir une cohérence, hein. C'est comme dans la vraie vie. Si on commence à tutoyer quelqu'un et que juste après on le revoit et qu'on le retutoie, on n'est pas à l'aise. Donc, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose que je vous invite à fixer par rapport à l'image que vous souhaitez de votre restaurant, enfin, de votre point de vente. Oh non, c'est pas trop tard, il est jamais trop tard. Dites-vous bien que Non, tout ça, il est jamais trop tard. Il est jamais trop non. tard pour réinstaller une habitude qui vous convient. Et puis, on peut changer d'avis dans la vie. Donc, il est jamais trop tard pour remettre voilà, une image qui vous correspond plus à date. Pas du tout, c'est pas du tout trop tard. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Charlotte, une fois, moi, quand j'ai expliqué en long, en large et en travers que j'ai travaillé à fond sur les réseaux sociaux, après, les messages clés que je passe et enfin, j'invite les gens à retenir, c'est soyez vous-même. Donc, ce que disait Charlotte, vous ne pouvez pas être deux personnes différentes, une personne sur les réseaux sociaux qui fonctionnera d'une façon, et puis dans vos établissements, une personne qui fonctionnera, on ne retrouve pas la même personne. Il faut impérativement qu'on soit dans le même univers. Donc, soyez vous-même, c'est vraiment le message clé que je donne toujours. Et puis, mettez de l'humain, mais ça a été dit par Monsieur Voisin, je crois, à travers des exemples. Nous, on encourage effectivement ces pratiques-là. Soyez vous-même et mettez de l'humain. Mm. Alors, ça Et peut puis, servir de mot de la fin. Madame, désolée, c'était Madame Voisin, désolée, Madame Voisin. désolée. Et puis aussi, le mot de la fin, effectivement, pourquoi être soi-même? C'est aussi pour que ce soit un plaisir. On le sait, hein, vous êtes déjà très sollicité, mais si en plus, quand vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas vous-même, ça va être encore plus difficile pour vous de y aller, clairement. Donc, il faut aussi faire quelque chose, j'ai envie de dire, qui, bien sûr, fait plaisir et rassure vos clients, mais ça doit quand même un peu vous faire plaisir quand même, sinon vous allez, dans le long terme, voilà, ça va être difficile. Mm. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer. Oui, ok. Merci Charlotte et Didier pour votre expertise et vos conseils. À vous, participants, est-ce que voilà, vous êtes dans une période d'activité qui est assez forte, d'après ce qu'on entend, avec des difficultés de recrutement qui ne vous facilitent pas la vie en général. Donc, il y a des cas particuliers. Donc, merci à vous de vous être inscrits. Et puis, effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos CCI pour aller plus loin sur l'utilisation des réseaux sociaux, du site internet, etc. Il y a du tard pour remonter la pente, oui, oui, certainement, effectivement. Voilà, donc sinon, au 28 mars 2022,
si les uns ou les autres, on n'est pas en lien avec vous pour la suite. Ok. Merci à tout le monde. Merci Et à puis, vous. à très bientôt. Ah bah voilà, Madame Voisin. Vous étiez la première arrivée en plus, je crois. Merci. Au revoir. Ok, Merci, à au bientôt. revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.